Le 24 janvier 1945, à 8 heures, près de la ville de Uzel en France, l'enfer éclata. La terre trembla. 600 fantassins allemands d'une division SS d'élite surgirent du brouillard gelé. Derrière eux, 6 chars Mark VI Tiger en acier lourd. Leurs canons de 88 mm avaient déjà ouvert le feu, transformant le front américain en un paysage de glace, de feu et de neige rouge. L'unité américaine sur leur chemin, le 3 bataillon du 7 régiment d'infanterie, était sur le point d'être anéanti. Dans un fossé peu profond, un lieutenant de 25 ans observait le chaos. Il mesurait à peine 1,60 mètres, il souffrait d'une dysenterie sévère, était blessé et n'aurait jamais dû se trouver là. Il regarda les chars Tiger avançant. Voyant que ces hommes étaient en infériorité numérique de 10 contre 1, la panique le gagna. Il regarda le téléphone de campagne à sa disposition. Il n'avait qu'une seule option, obéir aux ordres, se sauver et se replier vers le quartier général. Ou bien faire autre chose. Quelque chose de si audacieux, si suicidaire, que cela bafouait toutes les règles de la guerre. Il saisit le câble du téléphone et s'élança. Il ne fuyait pas l'attaque. Il courut seul au cœur du feu des mitrailleuses. Ce que ce modeste fermier du Kentucky fit pendant les 3 heures suivantes n'était pas seulement du courage. C'était un massacre calculé en solitaire, une histoire que l'armée américaine tenterait d'enterrer pendant les 50 années suivantes. C'est l'histoire de Garland Mel Connor et de sa raison incroyable, presque criminelle, d'agir. Il fut le militaire le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale et en même temps le plus oublié. Pour comprendre ce qui se passa lors de cette mission suicidaire de 3 heures, il faut d'abord comprendre l'homme. Et pour comprendre l'homme, il faut comprendre la guerre qu'il menait. Nous sommes en janvier 1945. La bataille des Ardennes avait été un désastre, le dernier grand pari d'Hitler à l'ouest. Mais ce n'était pas son seul pari. Plus au sud, dans les Vosges françaises, Hitler lança une seconde offensive moins connue, l'opération Nordwind, le vent du Nord. C'était un cauchemar. L'hiver était le plus froid depuis 30 ans. Les températures atteignaient moins 20 degrés. Les GI américains combattaient dans des forêts gelées contre des SS fanatiques, maîtres du terrain. C'était un broyeur de viande, une bataille d'attrition. Au milieu de cet enfer glacé se trouvait la 3 division d'infanterie américaine, le rocher de la Monsieur, et dans cette division se trouvait un jeune fermier du Kentucky, discret et sans prétention. Garland Mel Connor n'était pas un soldat de carrière. Il n'était pas un géant. Il venait d'une famille de fermiers pauvres du comté de Clinton et avait passé sa vie à travailler la terre. Lorsqu'il s'engagea en 1941, il avait 21 ans, mesurait 1,60 mètres et pesait 50 kilos. Il était invisible, le genre d'homme que les experts et les officiers négligeaient. Mais ce fermier invisible avait un secret. Il possédait une ténacité purement kentuckienne et la démontrait depuis 2 années consécutives dans certaines des batailles les plus sanglantes de la guerre. Lorsque la 3 division débarqua à Anzio, en Italie, en 1944, la situation était catastrophique. Les Américains étaient piégés sur une tête de pont minuscule, entourée par l'artillerie allemande. C'était un abattoir. Connor était alors sergent technique. Le 30 janvier 1944, son peloton fut cloué au sol par une mitrailleuse allemande. Les hommes tombaient. Connor n'attendit pas d'ordre. Il ne demanda pas la permission. Il saisit son fusil et rompait. Seul, sur 75 yards de terrain découvert, avec des balles sifflant au-dessus de sa tête, il atteignit le nid de mitrailleuse à 15 yards, se leva et, avec la précision d'un fermier calme, abattit tout l'équipage. Son peloton avança, mais fut immédiatement de nouveau cloué par une autre mitrailleuse. Connor recommença. Il rampait encore 60 yards sous une pluie de grenades et neutralisa le second nid. Son peloton avança et fut cloué une 3e fois. Cette fois, Connor ne rampait plus. Il se leva et chargea directement la position ennemie, tirant à la hanche. Il tua l'équipage, captura leur arme et la retourna contre les Allemands en retraite. Pour cela, il reçut sa première Silver Star, la 3e plus haute médaille de bravoure de l'armée américaine. Mais ce n'était qu'un échauffement. Connor n'était pas un spécialiste. Il n'était pas sniper. Il était une machine de guerre polyvalente. Quelques semaines plus tard, en Italie, son unité marcha directement dans un champ de mines allemands. Les hommes furent mutilés. Le peloton paniqua, piégé, incapable d'avancer ou de reculer. Connor, sous un feu intense de mitrailleuses et de mortiers, se mit à 4 pattes et commença à ramper dans le champ de mines. Il sondait le sol avec sa baïonnette, trouvant les fils déclencheurs et les plaques de pression. Il dégaguait méthodiquement un chemin, centimètre par centimètre, pendant que les explosions éclataient autour de lui. Puis il se leva et guida ses hommes un par un à travers le passage qu'il venait de créer. Il sauva tout son peloton.
Pour cela, il reçut sa deuxième Silver Star. Vous voyez le schéma? Ce fermier de 1,60 mètres n'était pas humain. Il était une force élémentaire. Le commandement commençait à remarquer. Les experts étaient perplexes. Comment un seul homme qui ressemblait à un garçon pouvait-il accomplir tout cela? Connor ne se battait pas pour la doctrine. Il ne se battait pas pour les règlements. Il se battait pour les hommes à ses côtés. Il se battait pour retourner à sa ferme. Et il avait une logique simple et brutale. Le seul chemin pour rentrer passe par eux. Puis vint le sud de la France. Août 1944, Opération Dragoon. La 3 division progressait vers l'intérieur des terres. Les Allemands reculaient mais défendaient chaque mètre. Près de Viron, la compagnie de Connor fut prise en embuscade. Une mitrailleuse allemande cachée dans une maison fit des ravages. Le commandant de la compagnie fut tué. L'unité se retrouva sans leader, brisée, ensanglantée dans la rue. Connor, devenu sergent-chef, prit le commandement. Il saisit un homme. « Couvrez-moi » et courut 100 yards à découvert en plein jour. Les balles fusaient autour de ses pieds. Il atteignit la maison, enfonça la porte et la nettoya pièce par pièce. Il tua les 5 membres de l'équipage de mitrailleuses et 3 fusiliers qui les soutenaient. Puis il traversa de nouveau la rue sous le même feu, réorganisa sa compagnie et mena une attaque victorieuse. Pour cela, il reçut sa 3e Silver Star. Vous comptez? 3 Silver Stars. La plupart des soldats de carrière, la plupart des généraux, n'en verront jamais une seule. Connor en eut 3 en moins de 9 mois. Mais il accumulait aussi d'autres décorations. Une Bronze Star pour avoir rampé 150 yards pour sauver un officier blessé et l'avoir traîné hors de la zone de feu. Une seconde Bronze Star pour avoir détruit seul un autre nid de mitrailleuses. Une 3e Bronze Star. Une 4e? On ne sait même plus. Les dossiers sont si denses de bravoure qu'il est difficile de compter. Et les Purple Hearts, blessés à Anzio par des éclats d'obus, blessés en France par balle, blessés une 3e fois. En décembre 1944, Garland Merle Connor était épuisé. Il avait été au combat pendant 28 mois. Il avait vu plus de combats et de morts que 10 hommes ordinaires. Il souffrait d'une dysenterie sévère. Ses blessures étaient infectées. Il avait perdu 30 livres de son petit gabarit. Il en avait assez. Pour une fois, l'armée fit ce qu'il fallait. Elle le retira du front, lui donna une commission sur le terrain, le nommant lieutenant, et le réaffecta comme officier du renseignement du 3 bataillon. C'était la doctrine. Son nouveau poste était sûr. Il était censé rester dans un poste de commandement à 2 millards derrière la ligne de front. Il devait lire des cartes, rédiger des rapports et survivre. Ses commandants, ses amis, ses propres hommes, tous lui disaient « Mère, tu en as assez fait. Va à l'arrière. Rentre chez toi. » Connor les regarda. Il regarda les cartes et vit les nouvelles recrues, des jeunes envoyés en première ligne pour affronter les SS, et il dit « Non. » C'était sa modification illégale. C'était son refus de se limiter. Il ne resterait pas dans un bunker pendant que d'autres hommes mouraient. Il ne suivrait pas les règlements quand il savait, par sa logique de fermier, que les experts avaient tort. Il savait que la guerre n'était pas finie. Il savait que les Allemands allaient tenter une dernière offensive. Et il savait que ces hommes auraient besoin de lui. Pendant le mois suivant, le lieutenant Garland Merle Connor, l'officier de renseignement de 1,60 mètres, blessé et malade, enfreignit toutes les règles. Il ne resta pas dans son poste de commandement tous les jours. Il quittait son bunker et se faufilait jusqu'à la ligne de front absolu. Parfois, il dépassait même cette ligne. Il rampait seul dans le No Man's Land, comme il avait fait à Anzio, et il observait. Il restait des heures allongées dans la neige glacée, simplement à regarder et écouter. Il voyait ce que les experts à l'arrière ne pouvaient pas voir. Il remarquait le schéma des patrouilles allemandes. Il voyait où les SS se massaient pour attaquer. Il voyait où se cachaient les chars Tiger. Il était un fantôme. Il rampait jusqu'à ses lignes et informait ses commandants exactement de l'endroit et du moment de l'attaque allemande. Et lorsqu'ils ne le croyaient pas, « Lieutenant, vous êtes un S2. Votre travail, c'est les rapports. Restez à l'écart de la ligne. Connor, vous êtes malade. Vous voyez des choses. Allez à l'infirmerie. » Il était le E2, le mécanicien disant aux ingénieurs que l'avion était en panne, et il l'ignorait. Cette désobéissance lui valut sa 4e Silver Star lors d'une de ses missions d'observation illégale. Il vit un officier, un ami, touché par un obus de mortier. L'homme gisait en plein air, en train de se vider de son sang. Connor courut de nouveau dans la zone ouverte. Il souleva l'homme, le jeta sur son épaule et le ramena, alors que les obus d'artillerie et les 88 mm allemands éclataient autour d'eux.
L'homme survécut. Soyons clairs, en janvier 1945, Garland Mare Connor était déjà une légende. 4 Silver Stars, 3 Bronze Stars, 3 Purple Hearts. Il n'avait plus rien à prouver. Il avait fait plus. Il avait tué plus. Il avait sauvé plus qu'une compagnie entière d'hommes. Sa guerre était terminée jusqu'au 24 janvier 1945, à 7 heures du matin. Connor était encore là, où il n'aurait pas dû être. Il se trouvait à un poste d'observation avancé, dans un fossé peu profond, à 300 yards devant sa propre ligne de front. Il avait froid, il était malade, et il observait le brouillard. Il avait son téléphone de campagne. La ligne courait sur 300 yards jusqu'au commandement de l'artillerie. Il avait un pressentiment, le même instinct de fermier qui lui indiquait l'arrivée d'une tempête. L'air était trop calme. Il dit au poste de commandement, « Ils arrivent. C'est aujourd'hui. Préparez-vous. » Les experts à l'arrière rirent. « Connor va dormir un peu. » Nos rapports ne signalent aucune activité. Puis il entendit un grondement sourd, un cliquetis, le bruit de l'acier. Ce n'était pas un char. C'étaient plusieurs. Le brouillard devant lui devint plus sombre. À 8 heures, le brouillard se dissipa. C'était un cauchemar. 6 chars Tiger. Pas des Panzers, pas des Stug. Des Tigers, l'arme la plus redoutée de la planète. Et derrière eux, un bataillon entier. 600 troupes SS de montagne, troupes d'élite, les meilleurs des meilleurs. Ils n'étaient pas en reconnaissance. Ils attaquaient. Et ils visaient directement le point le plus faible de la ligne américaine, le point que Connor avait signalé. Les Tigers ouvrirent le feu. Les obus de 88 mm déchirèrent la ligne américaine. Les arbres explosèrent. Les hommes furent pulvérisés. Les mitrailleuses américaines ricochaient sur le blindage des Tigers. Inutile. Les 600 fantassins SS hurlants chargèrent. Connor, dans son fossé à 300 yards devant ses amis, observa sa compagnie et ses hommes commencer à se rompre. Il vit la panique s'installer. Il savait qu'en 60 secondes, ils seraient tous morts. La ligne serait brisée. Les Allemands passeraient. Les experts avaient tort. Les règlements avaient tort. Tout avait tort. Il regarda son téléphone de campagne. Il avait une ligne directe vers l'enfer. Il était connecté à tout le commandement d'artillerie américain. Des dizaines d'obusiers de 105 et 155 mm attendaient une cible. Il était un S2, un officier de renseignement. Sa doctrine, ses ordres, observer, rapporter et se replier. Il devait se sauver. Il vit le Tiger de tête à 500 yards, les SS à 400 yards, ses amis à 300 yards derrière, mourant. Garland Mare Connor, le fermier de 1,60 m, déjà héros, malade, blessé et épuisé, prit sa décision. Il ne se replierait pas. Il ne fuirait pas. Il allait chasser. Il déroula son câble téléphonique, vérifia sa connexion, saisit le combiné, et il ne resta pas dans le fossé. C'est le moment. L'histoire devient incroyable. Il quitta la sécurité de son fossé avancé et commença à ramper vers les 600 SS et les 6 chars Tiger. Il avança de 40 yards dans le No Man's Land. Il trouva un petit cratère à peine profond de 1 mètre. Il déroula son câble et s'allongea dans la neige. Il se trouvait maintenant à 250 yards devant les lignes américaines, au milieu de l'attaque allemande. Les 600 SS avançaient autour de lui. À gauche et à droite, il les entendait crier en allemand. Il sentait l'odeur du diesel des Tigers. Il était encerclé. Il saisit le téléphone. Il joignit le commandant d'artillerie. Le commandant à l'arrière paniquait. « Connor, quelle est votre position? Nous devons nous replier. » La voix de Connor était calme, froide, la voix d'un fermier face à une tempête. Il dit « Je suis à 200 yards de l'ennemi. Ils sont tout autour de moi. » Le commandant fut confus. « Quoi? Que faites-vous? Sortez de là. » Et voici ce que Garland Mare Connor dit ensuite, une phrase qui devrait figurer dans tous les manuels d'histoire. « Mon commandant, je veux que vous tiriez l'artillerie directement sur ma position. » Le commandant resta silencieux à l'autre bout du fil. Ce que venait de demander Connor n'était pas du courage. C'était du suicide. La doctrine de l'artillerie avait une règle inviolable. On ne tire jamais sur ses propres positions. C'était le danger proche. Tirer à moins de 600 yards de ses propres hommes était un risque. Tirer à 200 yards était impensable. Tirer directement sur un officier était un meurtre. La voix du commandant revint, tendue. « Négatif, lieutenant. Négatif. Quelle est votre position? » Nous nous replions. Connor,
allongé dans la neige avec 600 SS hurlants et des Tigers cliquetants, n'avait pas le temps pour la confusion. Il voyait la ligne de son bataillon vaciller. Il voyait les hommes commencer à fuir. Il hurla au téléphone. « Non, je ne me replie pas. Voici les coordonnées. L'ennemi est avec moi. Ils sont tout autour de moi. Vous tirez sur ma position, nous serons tous morts. Dans 5 minutes, la ligne sera brisée. » C'était le moment. L'expert à l'arrière contre le fermier sur le terrain. L'artilleur hésita. Il savait que tirer sur ces coordonnées ne tuerait pas seulement Connor, mais des dizaines de GI américains encore en train de tenir la ligne 300 yards derrière lui. Mais Connor connaissait ses calculs. Il connaissait le rayon d'explosion. Il savait que 300 yards était la ligne de sécurité. À peine. Il ordonnait le tir dans l'écart, dans le no man's land de 250 yards où il avait rampé. Le commandant d'artillerie fit son choix. Il fit confiance à l'homme dans la neige. Sa voix revint grave, portée confirmée. Solution de tir. Sur vos coordonnées. Obus en route. Et alors Garland Merle Connor commença la chasse. Il n'était plus un simple soldat. Il était un chef d'orchestre. Et il allait orchestrer une symphonie de destruction totale. Les premiers obus étaient des tirs d'ajustement. Il tombait à 100 yards derrière lui, dangereusement près de ses propres hommes. Connor saisit le téléphone. Trop loin. Rapproché de 100 yards sur moi. L'artilleur ajusta. Les obus suivants étaient plus proches. Le son était différent. Ce n'était pas un boom lointain. C'était un cri sifflant. Les obus de 105 mm. Ses propres obus tombèrent à 50 yards. Les explosions étaient assourdissantes. Le sol tremblait. Des éclats brûlants et tranchants sifflaient au-dessus de sa tête. Il tranchait. L'air glacé frappait les tas de neige autour de son cratère. Il se trouvait dans sa propre zone de destruction. Et maintenant, il se mit au travail. Il leva les yeux. Le char Tiger de tête, celui qui avait lancé l'attaque, était à 200 yards. Il s'était arrêté. Une forteresse mobile tirant avec son canon de 80 mm boom, boum, boum, déchirant le poste de commandement de son bataillon. Connor porta le téléphone à sa bouche. « Calme, cible Tiger, 200 yards au nord de ma position. Tir pour effet. » Le commandant à l'arrière relayait l'ordre. « Tir pour effet. » Des dizaines de canons tirèrent en même temps. Connor ne broncha pas. Il regarda le ciel se déchirer. Une vague d'obus à haute explosive traversa la neige directement vers le char Tiger. Les obus recouvrirent la zone. L'infanterie SS autour du char disparut. Ils ne tombèrent pas. Ils se désintégrèrent. 1, 2, 3, 5 impacts directs sur le Tiger. Le colosse de 80 tonnes trembla. Son canon de 80 mm se tut. Le char était détruit. Les experts à l'arrière acclamaient. Ils avaient stoppé un Tiger. Connor ne s'arrêta pas. Il cherchait déjà sa prochaine cible. Il était le simple fermier qui comprenait que les experts avaient tort. Arrêtons-nous un instant et regardons la situation du côté allemand. L'attaque était dirigée par un major SS expérimenté, vétéran du front de l'Est. Il avait tout vu. Il considérait les GI américains comme des fermiers mous, des commerçants, pas de vrais soldats. Son plan était parfait. Son renseignement était parfait. Les Américains ne s'attendaient pas à l'attaque. Ces 6 chars Tiger étaient invincibles. Ce n'était pas une bataille. C'était un nettoyage. L'attaque commença à 8 heures. À 8h05, tout se déroulait comme prévu. La ligne américaine se rompait. Il les voyait courir. Il sourit. Il donna l'ordre pour son Tiger de tête, le char 101, d'avancer et de détruire le poste de commandement. La victoire était à quelques minutes. Et puis cela arriva. Le ciel explosa. Mais ce n'était pas l'artillerie panique et aléatoire qui l'attendait. C'était précis. Il regarda avec horreur son Tiger de tête, sa machine invincible, être réduite en ferraille. Son nettoyage venait de s'arrêter. Le major était confus. Comment ont-ils fait? Ces hommes rapportèrent? Non. Des observateurs américains. Les Américains reculent. Ça doit être un coup de chance. Un tir sur 1 million. Il était furieux. Il hurla dans sa radio. Toutes les unités, avancez, ne vous arrêtez pas. Voir. Il ordonna à son second Tiger de progresser et à son infanterie SS d'élite de charger. Retour à Connor. Il vit le second Tiger avancer. Il vit la vague des 600 SS se lever et commencer à charger. Il hurlait. Ils étaient à 400 yards. Connor resta calme, comme un fermier planifiant sa récolte. Il savait qu'il ne pouvait pas tous les arrêter. Il devait briser leur volonté d'un seul coup. Comment faire? On ne tue pas les hommes.
On tue leur chef. Il observa la vague qui chargeait, ignorant les balles qui sifflaient près de sa tête. Il cherchait les officiers, les hommes avec les cartes. Il cherchait les radios, les hommes avec les antennes. Il cherchait les mitrailleuses, les MG-42, celles qui donnaient du courage. Il les vit. Un groupe de SS courant ensemble, une équipe de MG-42 en position. Connor porta le téléphone à sa bouche. Cible MG-42, 300 yards centre. Feu! Le ciel hurla. La MG-42 et son équipe de 5 hommes disparus. Il vit un autre groupe, un officier agiter le bras, pointait. Cible officier, 250 yards, flanc gauche, feu. Le ciel hurla. L'officier disparut. C'était la terreur psychologique. Retour côté allemand. L'infanterie SS n'était pas composée de fermiers. C'étaient des fanatiques. Ils n'avaient pas peur de mourir, mais maintenant ils étaient terrifiés. Ce n'était plus la guerre. C'était de la magie. C'était un fantôme. Chaque fois qu'un officier donnait un ordre, il explosait. Chaque fois qu'une mitrailleuse tirait, elle explosait. L'artillerie n'était pas aléatoire. Elle pensait. Elle les observait. Elle savait qui ils étaient. Un jeune soldat SS, Hans, 18 ans, vit son sergent pointer. Puis son sergent disparut. Il vit son ami Karl installer la MG-42. Puis Karl disparut. Hans s'arrêta de charger. Il tomba dans la neige. Il ne combattait plus les Américains. Il combattait un dieu invisible sur les 400 yards du front. La charge invincible de la SS chancela. Les hommes cessèrent de courir. Ils se jetaient à couvert. Ils étaient paralysés. Toute l'attaque allemande était bloquée. Les experts avaient tort. La doctrine avait tort. Un simple fermier de 1,60 mètres avait brisé un bataillon entier de SS en moins de 10 minutes. Mais la bataille n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Ce n'était pas un combat de 10 minutes. C'était une guerre de 3 heures. Le commandant allemand paniquait, mais il n'était pas stupide. Il comprit ce qui se passait. Ce n'est pas un fantôme, cria-t-il à sa radio. C'est un observateur. Il est proche. Il est sur le terrain. La seule façon pour que l'artillerie soit aussi précise était que l'observateur soit avec eux. Le major donna le même ordre que tout commandant désespéré. Suppression de la grille. Il ordonna à ses mortiers et à son artillerie de raser tout le champ. Evo, Alf, secteur, C4. Feu sur le secteur C4. Le secteur exact où se trouvait maintenant Connor. Garland Merle Connor n'était pas seulement dans sa propre zone de destruction. Il était dans la leur. Pendant les 2 heures suivantes, Connor resta allongé dans ce cratère. Il était en enfer. Ses propres obus de 105 mm explosaient à 50 yards devant lui. Les mortiers allemands de 81 mm explosaient à 100 yards derrière lui. Les éclats des 2 armées emplissaient l'air. Le bruit n'était pas sonore. C'était une force physique. Le sol n'arrêtait jamais de trembler et Garland Merle Connor ne cessait jamais de chasser. Il vit le second Tiger essayer de contourner le flanc de son bataillon. Il hurla au téléphone. « Tiger, déplacement est 400 yards. Arrêtez-le. » Le ciel hurla. Les obus atteignirent le char. Un impact direct brisa son train de roulement. Le char fut paralysé. Il tourna sur lui-même. Il devint un cercueil d'acier. 2 Tigers étaient neutralisés. Le commandant allemand perdait la tête. Ses chars mouraient. Ses hommes se cachaient. Il devait trouver l'observateur. Il ordonna à son 3e et 4e Tiger de ne pas attaquer les Américains, mais de chasser l'observateur. Il leur dit de tirer leurs canons de 80 mm sur chaque tranchée, chaque cratère, chaque cachette possible dans le champ. Et puis cela se produisit. Un mortier allemand tiré par un équipage terrifié survola le champ. Il atterrit à 10 yards du cratère de Connor. La concussion fut inimaginable. Elle souleva son corps de 50 kg hors de la tranchée et le projeta à nouveau sur le sol gelé. Ses dents s'entrechoquaient. Ses blessures de franc se rouvrirent. Un nouvel éclat s'enfonça dans sa hanche. Il saignait abondamment. Il l'ignora. Il rampéa à nouveau dans le cratère. Il sentait le sang chaud imbiber son pantalon. Il prit le téléphone. Sa voix restait calme. Cible, position de mortier, 600 yards au nord-ouest. Faites-les taire. Le ciel hurla. Les mortiers se turent. C'était du courage pur. C'était la logique du fermier. La seule façon de stopper la douleur était de gagner. Il continua à se battre pendant 1 heure de plus. Il brisa chaque nouvelle attaque allemande. Il paralysa un 3e Tiger. Il gagnait. Il gagnait, et puis le désastre. La faille fatale, la machine brisée.
Un obus de 88 mm allemand tiré par l'un des Tigers de chasse siffla au-dessus de sa tête. Il n'était pas dirigé sur lui, mais sur la ligne américaine 300 yards derrière lui. Mais c'était exactement là que passait son fil téléphonique. L'obus explosa. Il sectionna la ligne. Le téléphone dans la main de Connor mourut. Silence. Le commandant d'artillerie à l'arrière paniqua. « Connor? Connor? Rapport. Merle? Rapport. » Rien. Le fantôme avait disparu. Le commandant arrêta le tir. Le major allemand entendit le silence. L'artillerie américaine s'arrêta. Il sourit. Le fantôme était mort. L'observateur était mort. Ses mortiers, ses chars l'avaient trouvé. Il cria dans sa radio, « Le dernier ordre. Vorwar. Almancé. Avancez. Tous les hommes, en avant. Le fantôme est mort. Attaquez les restes du bataillon SS. » Les 3 derniers chars Tiger sortirent de la neige. Ils commencèrent à charger. Cette fois, rien ne pouvait les arrêter. Connor, dans son cratère, était maintenant vraiment seul. Il était piégé. Il se trouvait à 250 yards à l'intérieur des lignes allemandes et il perdait beaucoup de sang. Il était un homme mort. Il regarda le téléphone mort dans sa main. Il regarda le fil brisé qui s'étendait sur 300 yards à travers un champ désormais envahi par les SS en charge. Il regarda les chars Tiger qui avançaient. Il avait un autre choix. Il pouvait rester dans le cratère et mourir. Il pouvait se rendre et mourir. Ou il pouvait faire ce que Garland Merle Connor fait toujours. Il quitta son cratère. Il se mit sur le ventre et commença à ramper vers ses propres lignes, traînant le fil brisé dans sa main. Ce n'était pas un simple ramper. C'était une agonie. Il ne rampait pas vers la sécurité. Il rampait à travers le champ de bataille. Les SS en charge étaient derrière lui. Il tirait sur les lignes américaines. Les balles sifflaient au-dessus de sa tête. Il rampait sur les corps des hommes qu'il avait tués. Il pouvait entendre les Tigers s'approcher. Puis les Américains le virent. Un mitrailleur sur la ligne américaine, à 300 yards, aperçut une silhouette bouger dans la neige. Il ne pouvait pas dire qui c'était. C'était devant l'attaque allemande. Ça devait être un éclaireur allemand. La mitrailleuse américaine ouvrit le feu sur lui. Des balles traçantes déchirèrent la neige autour de sa tête. Il était pris sous le feu des 2 camps. Il continua à ramper. Il perdait tellement de sang que sa hanche était brisée. Mais il le vit, l'autre bout du fil reposait dans un cratère à 100 yards de la ligne américaine. Il plongea dans le cratère. Ses mains étaient gelées, engourdies. Il ne sentait plus ses doigts. Il sortit son couteau. Il dénuda les 2 extrémités du fil. Il devait les torsader ensemble. Mais ses mains ne fonctionnaient pas. Il laissa tomber le couteau. Il laissa tomber les fils. Les SS étaient à 150 yards. Les Tigers tiraient. Ses propres hommes tiraient sur son cratère. Il saisit à nouveau les fils. Il les mit dans sa bouche et dénuda l'isolation avec ses dents. Il maintint les 2 fils de cuivre vivants dans sa main ensanglantée et gelée. La ligne crépita. Le commandant d'artillerie à l'arrière, qui criait dans un téléphone mort, l'entendit. Un crépitement, puis une voix, un murmure plein de douleur et de glace. Feu. Connor, toujours allongé à découvert à 100 yards de sa propre ligne, tenant les fils ensemble, relança la chasse. Les SS en charge étaient maintenant à 75 yards de la ligne américaine. Ils étaient dans la charge finale. C'était la fin. Connor cria dans le téléphone son dernier ordre. « Tous les canons, 75 yards devant moi. Feu, feu, feu !» Ce n'était pas de la précision. Ce n'était pas de la chasse. C'était l'anéantissement. Tout le bataillon d'artillerie américain, 18 pièces, déchaîna tout. Il cessèrent de viser. Ils tiraient simplement aussi vite qu'ils pouvaient recharger. Le ciel se désintégra. La bande de 75 yards entre Connor et ses hommes cessa d'exister. Elle devint un mur de feu, d'acier de mort. La charge se heurta à ce mur et disparut. Des centaines d'hommes furent anéantis en quelques secondes. Les derniers chars Tiger, désormais sans infanterie, leurs équipages brisés et terrifiés, s'arrêtèrent. Ils tirèrent un dernier coup aveugle, puis se retirèrent. La bataille était terminée. Le silence tomba sur le champ. La guerre de 3 heures était finie. Connor lâcha les fils. Le téléphone mourut définitivement. Il se redressa. Il se tenait couvert de sang et de terre, son uniforme en lambeaux, sa hanche brisée. Il commença à marcher les derniers 100 yards vers sa propre ligne. Les gilets américains, les mitrailleurs qui avaient tiré sur lui, cessèrent de tirer. Ils regardèrent ce fantôme sortir de la fumée. Ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Il passa la ligne de front.
Il passa devant son commandant de bataillon, le lieutenant-colonel Smith, qui avait couru depuis le poste de commandement. Smith regarda ce fantôme, le visage pâle. « Merle, mon Dieu, je pensais que vous étiez mort. » Connor passa devant lui, tendit le téléphone de campagne cassé. Sa voix était rauque. « Je devais réparer le fil. » Et alors Garland Merle Connor, le fermier du Kentucky, s'effondra dans la neige. Le lieutenant-colonel Smith, commandant de Garland Merle Connor, regarda l'homme qui venait de s'effondrer. C'était le fantôme sorti de la fumée. C'était l'homme qui venait de les sauver tous. Smith s'agenouilla à côté de Connor. Les médecins étaient déjà là, coupant frénétiquement les lambeaux de son uniforme. La vue était horrifiante. L'homme était trempé de sang. Pas seulement le sien. Sa hanche était un amas de chair déchirée et d'os blancs. Ses mains étaient figées en griffes. Son visage noirci par la poudre, la fumée et les engelures. Ses lèvres étaient fêlées et saignantes là où il avait mâché le fil du téléphone. Il n'était plus un homme. Il était un sacrifice. Les géants américains, les hommes qui avaient tiré sur lui, se contentèrent d'observer. Ils étaient silencieux. Ils venaient d'assister à un miracle. Ils avaient paniqué, ils avaient fui. Et ce seul homme, ce fermier de 1,60 m, avait refusé de mourir. Les médecins le levèrent. Il était si léger, 50 kg. Alors qu'il l'emmenait, tout le bataillon regardait. Ils n'applaudirent pas. Ils étaient émerveillés. C'était le silence du respect. Le fantôme les avait sauvés. La bataille était terminée. Quand les patrouilles américaines avancèrent finalement dans le champ, dans la zone de tir, ils s'arrêtèrent. Ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Ce n'était pas un champ de bataille, c'était un cimetière. La neige n'était plus blanche. Elle était noire à cause des explosions et rouge à cause du sang. Il n'y avait aucun blessé. L'artillerie que Connor avait appelée était si précise, si brutale, qu'elle n'avait laissé aucun corps intact. Ils comptèrent les corps. Plus de 56 morts, des centaines d'autres blessés, traînés par leurs camarades en retraite. Ils trouvèrent les carcasses en feu de 3 chars Tiger et 3 autres endommagés ou abandonnés. L'attaque allemande entière, composée de 600 hommes et de 6 chars Tiger, avait été arrêtée, brisée et anéantie par un seul homme. Un homme avec un téléphone cassé et un courage indestructible. Cela aurait dû être la fin de l'histoire. Cela aurait dû être le moment où Garland Merle Connor devenait le soldat le plus célèbre du monde. Son commandant, le lieutenant-colonel Smith, savait ce qu'il avait vu. Ce n'était pas une Silver Star. Ce n'était pas une Distinguished Service Cross. Ce n'était pas du courage. C'était au-delà de l'humain. Smith courut à son poste de commandement. Il prit un stylo et rédigea la recommandation pour la Medal of Honor, la plus haute décoration que la nation puisse attribuer. Il ne se contenta pas de recommander. Il supplia. Il écrivit « C'est l'acte de héroïsme le plus grand que j'ai jamais vu. » Il décrivit tout, les SS, les chars Tiger, la chasse de 3 heures, l'appel d'artillerie sur moi-même, le fil cassé, le ramper sous le feu, les dents, la dernière résistance. Il envoya le rapport dans la chaîne de commandement. Et c'est là que l'histoire brise véritablement le cœur. L'injustice. Les experts à l'arrière, les généraux, les colonels, les bureaucrates de l'état-major reçurent le rapport. Ils le lurent et ne crurent pas ce qu'ils lisaient. Réfléchissez. Vous êtes un général. Vous êtes en sécurité à 20 mètres derrière la guerre. Vous lisez des centaines de rapports chaque jour. Héroïsme, bravoure, action distinguée. Et vous recevez ce rapport. Un lieutenant de 1,60 m, déjà détenteur de 4 Silver Stars, a couru vers 6 chars Tiger, a appelé l'artillerie sur lui-même pendant 3 heures, a rampé sous le feu des deux côtés, a réparé un fil avec ses dents et est revenu vivant. Cela semble impossible. Cela semble fou. Cela semble exagéré. Cela semble une erreur. Les experts examinèrent la doctrine. Ils examinèrent les règlements. Aucun soldat n'est entraîné pour cela. Aucun soldat ne pourrait le faire. Aucun soldat ne le ferait. C'était la même logique qui disait aux officiers que la doctrine est tout. Les experts savaient mieux. Cela devait être une erreur. Le commandant Smith devait être émotif. Impossible. Alors ils perdirent le document. Il disparut dans la bureaucratie de l'armée américaine. La guerre touchait à sa fin. Des millions d'hommes rentraient chez eux, qui se souciaient d'un rapport supplémentaire sur un fermier du Kentucky. Garland Merle Connor fut envoyé à l'hôpital. Sa guerre était terminée. Il reçut sa 4e Purple Heart. Il reçut la Distinguished Service Cross, la 2e plus haute médaille, pour le remercier de son service, mais pas la Medal of Honor, pas la reconnaissance pour le 24 janvier, le jour où il les avait tous sauvés. L'armée avait enterré son exploit.
Et que devient l'homme le plus meurtrier du monde quand la guerre est finie? Que devient le fantôme? Quand la neige fondit, Connor ne se plaignit pas. Il ne demanda pas la gloire. Il n'écrivit pas de livre. Il ne parla jamais de ce jour. C'était un homme discret, humble. Il rentra chez lui, dans le Kentucky. Il épousa sa bien-aimée, Pauline. Le gouvernement lui donna une petite ferme, récompense pour son service, et pendant les 50 années suivantes, Garland Merle Connor, le soldat le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale, l'homme qui chassait seul les chars Tiger, fit exactement ce qu'il faisait avant la guerre. Il cultiva sa terre, éleva sa famille, travaillant chaque jour malgré ses blessures. L'éclat dans sa hanche, les souvenirs dans sa tête. Ses voisins savaient qu'il était un héros. Ils voyaient la DSC, les 4 Silver Stars, mais ils ne connaissaient pas toute l'histoire car il ne la racontait jamais. Il était un héros silencieux. Quand des journalistes le trouvèrent et lui demandèrent « Comment avez-vous fait ?» il donna la même logique de fermier. Il haussa les épaules. « J'ai juste fait ce que je devais faire. » L'histoire aurait dû s'arrêter là. Un héros discret, oublié par les experts, mais rappelé par sa famille. Mais ce ne fut pas le cas, car il y avait un autre homme, un homme qui connaissait la vérité. Son nom, Richard L.M. Lynch. Il était lui aussi du Kentucky. Il avait servi dans la 3e division. Il connaissait la légende de Garland Merle Connor et savait qu'une DSC n'était pas suffisante. Il connaissait le 24 janvier. En 1995, 50 ans après la bataille, Richard Lynch lança une nouvelle guerre. Une guerre contre le Pentagone, contre la bureaucratie. Il refusa de laisser les experts gagner. Il savait que le téléphone cassé avait de l'importance. Il passa des années à fouiller les archives. Il le trouva, le rapport original perdu, écrit par le colonel Smith, enterré dans un dossier, ignoré pendant 50 ans. Il trouva le journal de l'artillerie, la preuve des coordonnées. Il trouva les rapports allemands post-combat prouvant que le bataillon SS s'était effondré pour aucune raison explicable. Il trouva les témoins, les hommes qui étaient là, ceux qui avaient vu le fantôme sortir de la fumée, et il présenta tout cela à l'armée américaine. L'armée lut le rapport. Les nouveaux experts examinèrent les preuves et cette fois, 50 ans plus tard, ils crurent. L'injustice était trop grande pour être ignorée par la bureaucratie. Ils admirent leur erreur. Garland Merle Connor avait 79 ans. Il était mourant, son corps brisé par une vie de blessures et de travail à la ferme. Il était dans un lit d'hôpital dans le Kentucky et le téléphone sonna. Ce n'était pas un téléphone de campagne. C'était le président des États-Unis qui disait à ce fermier discret qu'après 53 ans, sa nation était enfin prête à le remercier. Il était trop malade pour se déplacer. Il mourut 2 mois plus tard, en mars 1998. Mais avant de mourir, il savait. Il savait que les experts n'avaient pas gagné. Il savait que son histoire serait racontée. La médaille fut remise à sa veuve, Pauline, lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche. Garland Merle Connor, 4 Silver Stars, 3 Bronze Stars, 4 Purple Hearts, une Distinguished Service Cross et maintenant une Medal of Honor. Il est officiellement le soldat le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale. Plus que Audie Murphy, plus que le général Patton, plus que quiconque. C'est ainsi que les guerres sont vraiment menées. Et c'est ainsi que l'histoire est vraiment faite. Ce ne sont pas toujours les experts avec leurs doctrines et leurs grands plans. Parfois, c'est un fermier du Kentucky de 1,60 mètres, réparant un fil cassé avec ses dents dans un cratère, qui fait la différence. Voilà ce qu'est le courage. Et c'est une histoire qui ne doit jamais être oubliée. Si vous avez trouvé cette histoire aussi fascinante que nous, prenez une minute pour aimer cette vidéo. Cela nous aide à partager encore plus d'histoires oubliées de la Seconde Guerre mondiale. Pour rester connecté avec ces récits jamais racontés, abonnez-vous. Chaque histoire est importante. Chaque histoire mérite d'être rappelée. Et nous aimerions connaître votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire d'où vous nous regardez. Notre communauté s'étend du Texas à la Tasmanie. Des vétérans aux passionnés d'histoire, vous faites partie de quelque chose de spécial ici. Merci de regarder et de garder ces histoires vivantes.